Espace TV. Au cœur de la présidentielle américaine 2020. Vous avez compris, c'est cette édition spéciale consacrée à la présidentielle américaine qui de Donald Trump ou de Joe Biden va s'installer à la Maison-Blanche. Eh bien, on en parle avec nos invités sur ce plateau, également nos correspondants permanents du côté des États-Unis, Omar Bari, Ibrahim Bantankoba, on n'oublie pas Ahmed Kamara. Ils vont, en tout cas, on va leur donner la parole pour nous remonter ces informations et également les premières tendances. Nous sommes ensemble jusqu'à la porte de 6h du matin, si Dieu le veut bien. Et également, on va parler de la particularité de tout ce que cela peut avoir comme impact aujourd'hui sur les pays africains. Et puisqu'on parle des États-Unis, c'est la première puissance mondiale, même si aujourd'hui, la Chine, qui est quand même un pays qui est en train de connaître une croissance, il faut le rappeler, on était avec vous, on parlait surtout de Donald Trump, mais également de Joe Biden, et surtout ces promesses de campagne, cette minorité aujourd'hui, même s'il y a eu des riches, même s'il y a eu des avancées sur le plan économique, mais l'écrasante majorité, les gens qu'on appelle des minorités, qui pèsent aussi dans la balance, ne voient pas les choses sous le même angle. Oui, tout à fait. Les minorités ont été victimes, surtout de cette violence policière qui est devenue, si vous voulez, une mode. Je pense qu'il y a moins d'une semaine, on était en Philadelphie, où un jeune dérangé mentalement a été abattu par la police de la Philadelphie. Et on a vu ce qui a suivi. Et avant ça, on a eu le cas de George Floyd. Il y avait quand même une onde de choc à travers le monde entier et qui pèse dans ces élections. Non, vous savez aujourd'hui, c'est comme si ceux qui étaient dans ces milicias, comme on les appelle aux États-Unis, dans les KKK de l'époque, vous vous souviendrez, il y a eu les KKK, il y a eu les Black Panthers du côté des Noirs, se sont transformés dans les institutions policières des États à l'interne. C'est comme si c'est une manière de venir à l'intérieur de la police et voilà, faire son sale boulot. Tout n'est pas mauvais, évidemment. Il n'y a pas que les policiers blancs qui tirent sur les noirs, il y a des noirs aussi policiers qui tirent sur les minorités. Mais ce qui fait mal, la question qu'on se pose, pourquoi tant de policiers blancs tuent plus que les policiers noirs. Donc ça conduit à des violences qu'on a vues avec le Black Lives Matter, le BLM. Aujourd'hui, on a vu, ça a été vraiment unanime dans toute l'humanité entière, mais ça n'a pas encore résolu le problème qui est saillant aujourd'hui dans toute l'Amérique, surtout dans l'Amérique profonde. Ces milicias, on a vu Donald Trump les féliciter à des endroits. Il avait même menacé de faire appel à l'armée. À un moment donné, c'est ce qu'on appelle la garde nationale des États. On a vu à un moment à Washington, où des gouverneurs, parce que les gouverneurs sont très autoritaires avec leurs États, certains gouverneurs avaient résisté, c'est partout, mais pas dans leur État respectif. Et notamment des gouverneurs démocrates. Et on a vu après ces flèches contre ces gouverneurs qu'il qualifiait avec son fameux mot qu'on appelle law and order, l'ordre et la loi, mais ça ne lui a pas encore réussi. Et aujourd'hui, il y a ces grincements de dents-là de ces minorités contre Donald Trump. Et si vous regardez, il y a beaucoup qui viennent nous dire aujourd'hui, c'est la première fois qu'ils viennent vraiment voter. Et voilà pourquoi ils continuent à voter. Mais beaucoup nous disent aussi qu'ils n'avaient jamais voté de leur vie. Mais du fait que la société américaine est arrivée à ce stade que personne aujourd'hui ne sait là où on va, parce que ces milicias, je vais vous dire, j'ai eu tout à l'heure, avant de rentrer dans votre locaux, un coup de fil de mon enfant qui m'a dit que il y a des États, il y a 5 États, notamment Pennsylvania en fait partie. C'est des États purement dans l'Amérique profonde
là où ces miliciens menacent aujourd'hui, si toutefois Biden arrivait à gagner, il y a même les boutiques, on a vu les magasins qui sont barricadés déjà. Voilà, il y a des velléités. Il y a ces menaces-là aujourd'hui qui pèsent. Mais c'est une manière d'effrayer. Moi, je l'ai dit, reste à la maison, ne sors pas pour en tout cas se savourer une victoire parce que Joe Biden a gagné. Mais c'est encore... en tout cas, on est en train de voir l'Amérique sous une autre forme, sous l'ère d'Obama. Mais comme c'est un pays de droit, on sait qu'il n'y aura pas une guerre civile comme beaucoup de médias commencent à le dire déjà, parce que la loi, c'est Dieu, là-bas chez eux. Oui. Vous l'avez compris, Abdrahmane Baldé, la question raciale fait partie intégrante de l'histoire même des États-Unis. Et aujourd'hui, même dans le camp de Donald Trump, il y a des voix qui s'élèvent contre lui. Les Américains sont plus que jamais divisés. C'est une réalité, il faut le dire. Est-ce qu'on peut dire que c'est le fait de l'homme lui-même, ses sorties, sa politique? Je ne pense pas. Je ne crois pas que Donald Trump était président lorsque Martin Luther King, en 1968, marchait aux États-Unis pour dénoncer les violences raciales. Je crois que Donald Trump n'est qu'aujourd'hui un élément qui est vu, qui est exposé, qu'on rend responsable de ce qui se passe. Mais je peux en même temps rappeler que peut-être par hypocrisie, entre guillemets, je suis obligé en tant qu'être humain et homme noir de souscrire à ce mouvement qui consiste peut-être à choisir Biden parce qu'on pense que Donald Trump n'a pas aimé Muammar Marras. Je ne crois pas que cela soit la réalité. Et je rappelle un des discours, que dans un des discours du guide libyen, Muammar Kadhafi, que je salue, que je continue à saluer comme si je voulais même le vénérer, qui est un fils africain, qui a aimé l'Afrique, qui a porté des idées pour l'Afrique, mais au nom d'une démocratie qui a été éliminée dans les rues de la Libye, au nom de tout ce que vous savez. Aujourd'hui, la Libye est devenue un espace de... Un no man's land. Exactement. Il n'y a pas d'État. Exactement. Or, Kadhafi, dans l'un de ses discours, avait traité Obama comme étant son fils. Kadhafi était très content de l'arrivée d'Obama à la Maison-Blanche. Mais Obama n'a pas joué un rôle, pratiquement, pour essayer de... Parce que moi, je pense que la politique est un jeu d'intérêt. La question que je me pose, c'est quel est l'intérêt de l'Afrique. Moi, personnellement, j'ai gagné, puisque j'ai été boursier américain. Mais je ne crois pas que cela soit suffisant pour mon continent. Ceux qui auraient protégé Kadhafi auraient fait un guide libyen, ancien chef d'État au moins, qui va conseiller nos nouveaux chefs d'État sur comment développer le continent africain, comment trouver un marché commun, comment trouver une banque africaine digne de nom, comment protéger le Mali, etc. Vous voyez que l'Afrique est en train d'être démontée pièce par pièce après la mort de Kadhafi. Et c'est là où je salue le professeur Alpha Condé pour sa position qui a été la sienne quant au dossier libyen. Donc aujourd'hui, on va oublier que Joe Biden était vice-président de Obama quand Kadhafi tombait dans les fleuves de l'injustice et de la haine de la communauté internationale contre l'Afrique. Je crois que je ne devrais pas être obligé de le dire, de prendre une telle position. Je pense que Donald Trump, même s'il n'a pas servi le continent africain, il ne nous a pas fait du mal. En tout cas, pas autant de mal que ce que notre propre frère a fait à l'Afrique, fait supporter à l'Afrique. Celui qui a fermé ses yeux pendant qu'il est venu au bout d'une lutte. Ce sont les Martin Luther King Jr. qui ont subi les séquelles de la haine, qui se sont battus pendant que l'homme noir était traité comme un chien dans les rues des États-Unis, pendant que des hommes et des femmes noirs n'avaient pas le droit de vote, oui, etc. Et c'est au bout de ce processus que Obama est devenu président quand même. Mais qu'est-ce qu'il a pu régler? Je pense encore à Tupac Shakur. C'est vrai, comparaison n'est pas raison. Mais Donald Trump, on l'a vu, il est allé jusqu'à interdire à certains pays musulmans. Ça a été très mal vu. Attendez, ce sont ses idées. Encore une fois, lorsque vous parlez de la morale, c'est bien. Et cette expression d'ailleurs qu'il a utilisée, des violeurs mexicains qui a touché plus d'un, vous pensez c'est... Mais attendez, est-ce que c'était pas une réalité? Il y a des problèmes. Il a dit dans son discours qu'effectivement, il y a des violeurs mexicains qui arrivaient aux États-Unis, mais en même temps, il y a des bonnes personnes qui arrivaient aux États-Unis. Il faut aussi voir cet angle de son discours. Je pense, encore une fois, que même Joe Biden, dans l'un de ses discours, a été plus raciste que Donald Trump, de par le passé. Il faut le souligner. Est-ce que vous pensez que l'arrivée de Joe Biden
à la tête, à la Maison-Blanche, va régler les problèmes entre les États-Unis et la Russie, va régler les problèmes entre les États-Unis et la Chine. Vous avez vu que lors du dernier débat d'ailleurs, entre Trump et Joe Biden, il a dit qu'il va faire payer à la Russie son immixtion aux élections présidentielles aux États-Unis. Vous comprenez? Donc, il y a encore un problème en vue, si toutefois c'est Joe qui arrive. Et moi, encore une fois, j'aime bien ce qui est vivant. Ce que j'adore, par exemple, à Espace FM, c'est mastodontes, ce sont ces fers à béton qui restent là, qui sont encore ici. C'est ce qui fait que ça attire l'attention des jeunes. Et moi, j'aime bien. L'Amérique est caractérisée par vraiment ce volcan, cette énergie, cette puissance. Eux-mêmes, ils l'ont dit. Donald Trump a soutenu l'armée américaine. On est autour de plus de 700 milliards de dollars financés dans l'armée. Mais est-ce qu'ils sont obligés de continuer à servir ceux qui tendent leurs mains pour continuer à vivre aux dépens des États-Unis? Je pense que Donald Trump, par exemple, aura mieux aidé aux Africains de nous amener, ou nous obliger à nous prendre en charge. On ne peut pas continuer à vivre des dons, on ne peut pas continuer à dépendre catégoriquement des États-Unis pendant que vous savez bien qu'ils ont des problèmes économiques. La balance commerciale, pendant que la Chine est en train d'évoluer. Il y a aussi sur le plan de la technologie, la Chine qui est en train de progresser et quelquefois utiliser sa technologie pour espionner les États-Unis. Donc la question fondamentale, c'est qu'est-ce qui met les Américains en sécurité? Pas moi, en tant que Abdraman Baldé, guinéen. Bon, encore une fois, je suis un admirateur de ce qui est vivant. Donald Trump, moi par principe, je crois que Donald Trump est plus jeune que Joe Biden aussi. Vous le savez bien. Oui. Et nous qui sommes dans cette salle, nous nous battons aussi pour l'émergence d'une nouvelle classe politique. Joe Biden viendra avec son âge avancé. Vous voyez que, encore une fois, je l'ai souligné, hein, il tient difficilement son discours, il bouge difficilement. Moi, je pense que l'Amérique avait encore besoin... mais tout ne peut pas aussi se jouer autour de ça. Ils ont besoin aujourd'hui de l'expérience de l'homme, de son ouverture. A focalisé son discours sur uniquement le coronavirus, pratiquement. Oui, mais quand même, c'est une pandémie mondiale. Les États-Unis, 8 millions de cas, 250 000 morts quand même. Je pense qu'on doit en parler. Oui, c'est une gestion catastrophique. On en a parlé, mais ce n'est pas un cas, ce n'est pas un problème propre aux États-Unis. Mais la gestion... mondial. La première puissance mondiale comparée aujourd'hui à l'Europe, qui comptabilise 1 million de cas, toute l'Europe comparée aux États-Unis. Ce qu'on reproche à Donald Trump, c'est qu'il n'a pas fermé l'Amérique. Mais est-ce que vous savez les conséquences qui vont découler de la fermeture des États-Unis, du confinement du peuple américain? Comment le reste du monde continuera à subvenir à ses besoins lorsque vous avez quelqu'un qui arrive par la morale et qui vous dit tout de suite on a confiné le peuple américain, les entreprises vont fermer, etc., etc. C'est après la misère qui va tuer les gens. On a vu ce qui se passe en France, ce qui s'est passé en Allemagne. C'est tout ce qui est indicateur économique qui est parti au rouge. Je crois qu'il faut savoir raison garder et comprendre, encore une fois, que ce n'est pas le changement d'un président aux États-Unis qui changera les différents États africains. C'est un choix pratiquement qui ira dans l'intérêt du peuple des États-Unis, des populations américaines. Nous, c'est notre travail, nos propres efforts qui vont changer nos États. Sans oublier aujourd'hui qu'on est dans un monde globalisé, les politiques sont liées et souvent le leader aussi, parce que beaucoup disent que le jour où les États-Unis perdront leur hégémonie, eh bien, c'est le monde qui va se désagréger au profit des dictateurs. On revient à vous, Fodé Baldé. Donald Trump, on parlait aujourd'hui de ces minorités. Même dans son camp, il y a eu des voix qui s'élèvent aujourd'hui pour dire oui, ces discours clivants ont porté un coup dur à l'équilibre social. Et apparemment, on l'écoute qui, quand même, n'a pas le même discours. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il ne serait pas responsable de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui du côté des États-Unis? Non, pour la petite genèse, il faut reconnaître que les États-Unis est une terre d'immigration. Donc cela dit que toutes les races se retrouvent et chacun apporte sa contribution à bâtir un État fort. Les États-Unis, c'est une grande puissance. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que le bilan de Donald Trump a été plus marqué par cette affaire de la COVID-19 qui, aujourd'hui, a mis en mal toute sa politique économique. Oui. Aujourd'hui, les Américains veulent de quelqu'un qui dispose d'un programme et non de quelqu'un qui chercherait à s'embellir devant les Américains. Ils ont les réalités à eux. Aujourd'hui, le tissu social est fragilisé.
la question de la Covid-19 se pose aujourd'hui et a des déclinaisons au niveau économique, quelle est la réponse que ces candidats apportent à ces questions? Et surtout que Donald Trump a été imprudent sur lui-même, il a attrapé le Covid. J'en viens pour montrer combien de fois Donald Trump excusez-moi du terme, mais c'est pas l'homme qu'il faut aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique. C'est pas l'homme. Aujourd'hui, les Américains ne cherchent pas à savoir est-ce qu'il faut un jeune ou quoi. Les Américains votent sur un programme politique que le candidat porte à la connaissance des électeurs, qui eux apprécieront à travers les urnes. C'est ça les États-Unis. Ce n'est pas la jeunesse, ce n'est pas cette fougue-là. Aujourd'hui, quand on reproche, qu'on appelle à Joe Biden d'être âgé, non, c'est pas l'âge qui compte là-bas, c'est le programme. Et aujourd'hui, il dispose d'un programme qui est attrayant, qui rassure les Américains. Parce que quand vous prenez le cas tout simplement de la Floride, par exemple, vous constaterez que vraiment il y a une forte population de retraités. Quelle est la politique sociale que Donald Trump propose à ces gens-là? Il y en a aussi partout aux États-Unis. Aujourd'hui, la crise qui est là, la crise sanitaire, nécessite aussi des appuis en termes de politique sociale pour apporter, qu'on appelle surtout quand on sait qu'aux États-Unis, l'accès à la santé, il coûte les yeux de la tête. C'est pas à la portée de tout le monde. Il y a des réalités auxquelles les Américains font face et réalités auxquelles le président Joe Biden a des réponses. Et je pense que les Américains savent quoi faire. Et au soir, dans quelques heures, nous saurons réellement est-ce les Américains votent pour le programme politique ou ils votent pour autre chose. Et c'est aussi clair par rapport à ça. Et au niveau international, prévoyez un peu la politique étrangère de Donald Trump parallèlement à la proposition de Joe Biden. On voit tout de suite la différence. La différence est toute nette en ce sens que Joe Biden cherche aujourd'hui à promouvoir une Amérique is back. L'Amérique est de retour sur la scène internationale. Ce n'est pas égal à la Guinée is back d'Alpha Condé, à laquelle nous avons assisté, bien sûr. Donc la Guinée is back avec une politique économique, avec des partenaires qui peuvent aider les États-Unis d'Amérique à rester une puissance. Parce que le simple fait même d'essayer de décrédibiliser l'OTAN, qui aujourd'hui est une force militaire, mais qui est aussi un levier de puissance des Américains. Donc aujourd'hui, moi j'estime que les Américains ont leurs problèmes. L'incident que les Africains pourraient tirer de l'élection de Joe Biden ou de Donald Trump au niveau de nos pays, c'est tout à fait normal au niveau des relations économiques internationales. Voilà. Donc moi je suis convaincu d'une chose, Joe Biden fera l'affaire des Américains et les Américains savent qu'aujourd'hui c'est lui qui peut. Et voilà les deux baldés, je vois Abdraman qui rit du coin des lèvres. Et Ahmed Kourouma, au-delà de cette question raciale, quand même, il faut le reconnaître. Qui est centrale. Qui est centrale. Aujourd'hui, on parlait des Latinos, 33% de l'électorat. C'est important. Ça peut peser dans la balance. Et n'oublie pas aussi une chose, c'est la politique étrangère. Donald Trump qui se retire de l'accord de Paris sur le climat, qui quand même a été décrié par le monde entier. Non mais c'est là où il est catastrophique. C'est là que moi ça me fait toujours rire quand j'entends certains commentaires sur Donald Trump et puis ce côté un peu culte de la personnalité. Donald Trump c'est quoi? Donald Trump c'est l'homme qui a divisé l'Amérique. C'est l'homme qui a poussé aux affrontements. C'est l'homme qui a cautionné l'extrême droite américaine. On en parlait tout à l'heure. Qui est en train de monter en puissance aujourd'hui. Le Ku Klux Klan, c'est lui qui l'a cautionné lorsqu'il y a eu le meurtre, l'assassinat gratuit de Floyd. En tant que président des États-Unis, au lieu de rassembler les Américains, d'avoir un discours consensuel, au contraire, il a soufflé sous les braises. Donc moi, ça me fait rire de voir certains le monter au pied. Bref, pour moi, Donald Trump, c'est un géant au pied d'argile. On parle de l'OTAN. Il faut savoir ce que c'est que l'OTAN. L'OTAN, c'est quoi? L'OTAN, c'est une organisation qui a été mise en place après 39-45 pour protéger l'Europe, qui est cofinancée en partie par les Américains. Donald Trump, qui a fait sa campagne sur le leadership américain, sur l'America is back, s'est désengagé de l'OTAN. D'accord? Ça, c'est un fait qu'il faut qu'on sache. Il s'est désengagé de l'OTAN en essayant de mettre l'Europe face à ses responsabilités. Ça, c'est un problème occidental. Ensuite, parlons de sa sortie récente, justement, de cette catastrophe qui a été le Covid, cette gestion catastrophique de l'administration Trump, où il se retire de l'OMS au profit des Chinois. Il déclenche ensuite, on va faire un grand pas, il
il déclenche une guerre économique, pratiquement une guerre froide avec les Chinois. Il a à son actif, il faut le lui reconnaître, ce côté populiste et ce côté Amérique d'abord et isolationniste. Il a effectivement ramené le chômage à un taux que les Américains n'avaient jamais atteint depuis la grande récession de 29, c'est-à-dire à 4%. Certes, mais regardons aussi. En même temps, le pays le plus riche du monde, il n'y a jamais eu autant d'inégalités. Quand vous allez dans des fiefs comme l'Alabama, il y a une misère endémique. Donc moi, je veux dire, le bilan de Donald Trump, j'ai envie de dire, c'est un bilan d'un président populiste qui a flirté avec l'extrême droite et qui a divisé les Américains. Et j'espère que les minorités, dont les hispaniques, dont les Afro-Américains, qui vont se mobiliser, parce que c'est aussi l'enjeu, il est là. J'espère qu'ils vont le sanctionner dans les urnes, parce que pour le monde, l'Amérique, c'est le leadership. Pour le monde, l'Amérique, c'est la tolérance. Pour le monde, l'Amérique, c'est le système capitaliste. C'est le rêve américain. C'est le tout est possible. On ne peut pas concevoir une Amérique repliée sur elle-même, fermée, qui abat ses minorités, ou un président, encore une fois, allume, pousse, souffle sur les braises pour asseoir son pouvoir. Parce que Donald Trump, en bon populiste qu'il est, ne peut régner sur un pays comme les États-Unis qu'en divisant. Il faut le rappeler. Voilà, Ahmed Kourouma, je vous ai vu peut-être une réaction. En fait, tout à l'heure, Baldé parlait de l'armée américaine, the American Army. Effectivement, il y a beaucoup d'argent qui sont là, mais je vais rappeler ici que c'est pas les 700 milliards, c'est pas son temps. Ça date depuis l'ère d'Obama. Je pense que on était à 750 milliards et aujourd'hui on avoisine les 800 milliards ou plus. En ce qui concerne aussi la pandémie, il faut rappeler ici aux auditeurs que Dr Fauci a travaillé avec beaucoup d'administrations à Washington. C'est ce monsieur qu'on voit à côté de lui à chaque fois, parce qu'il avait pris le cas de Covid comme étant un truc de campagne. C'est pas au président, ça revenait pas au président des États-Unis de dire le cas de Covid que l'Amérique a depuis qu'on l'a eu. Mais beaucoup disent que depuis l'année dernière déjà, Dr Fauci et son équipe qui gère le système de santé auprès de la Maison-Blanche avec la CDC d'Atlanta, c'est le Center for Disease Control, comme on les appelle, avait alerté la Maison-Blanche comme quoi il y avait le Covid. Mais il avait dit que c'était un truc, c'est un flou, c'est-à-dire c'est un cas de flou qui allait passer. C'est une grippe, hein, voilà. Merci. C'est une grippe qui était là, mais il a négligé. Mais plus maintenant que les cas se sont affichés, notamment du côté de Washington State, lorsqu'on a eu les 3 premiers cas, c'était en fin d'année de l'année dernière. Il a fallu aux alentours du mois de mars pour que vraiment l'administration Trump réagisse par rapport à la pandémie. Et ça a impacté après avec tous ces des milliers de morts. On avoisine aujourd'hui les 250 000 et des millions de cas. Des millions de cas, 8 millions d'ailleurs. Dans le secteur de la santé, ce que je voudrais aussi dire, on se rappelle que c'est lorsqu'il est venu, il a piétiné le système de santé proposé, que Obama et aussi John McCain, il faut le citer, paix à son âme, et puis Joe, comment on appelle, Kennedy, le grand frère du feu Kennedy, avant sa mort, ils se sont battus dès que Obama est arrivé en 2008 pour que le Congrès, dans son ensemble, arrive à entériner ce bill, comme on l'appelle, pour que des millions d'Américains puissent, si vous voulez, avoir cette couverture de santé. Mais lorsqu'il est venu, il a piétiné. Et il vous souviendra aujourd'hui, ce dossier est à la Cour suprême des États-Unis, avec l'arrivée de sa nouvelle juge, entre guillemets. Amy, qui vient d'arriver, coroner. Beaucoup qui qualifient aujourd'hui de juge apprenti, parce qu'elle est venue du monde des évangélistes. Il se peut que la Cour va basculer. Mais voilà ce qui se dessine à l'horizon. Si les démocrates arrivent à prendre les 3, c'est-à-dire les institutions, notamment la Maison-Blanche, le Congrès, dans son ensemble, aujourd'hui, la Chambre des représentants plus le Sénat, il se peut qu'ils vont augmenter le nombre de juges
à la Cour suprême. Donc on pourra partir peut-être à 11. Parce qu'aujourd'hui, on a 3 contre 6 conservateurs pour les républicains. À la Cour, pour les républicains. Maintenant, pour ce qui est de climate, c'est-à-dire le climat, on se rappelle aussi que lorsqu'il est venu, il a dit il y a l'EPA américain, ce qu'on appelle the Environment Protection Agency. En fait, c'est l'agence de protection de l'environnement américain qui est hyper puissante aujourd'hui aux États-Unis, qui fait beaucoup de choses, plus que même des institutions étatiques de certains pays. Donc, cette agence-là a fait beaucoup de choses aujourd'hui, mais on se souvient, c'est l'ancien maire de New York qu'on appelle Bloomberg, qui est l'un des peut-être politiciens les plus riches, qui est coté à plus de 60 milliards de dollars aujourd'hui dans le monde, qui a fait fortune, notamment aux États-Unis. Et c'est lui, ce monsieur-là, avait dit aux Américains, moi, comme j'ai l'argent, je vais me mêler. Il avait pris son avion pour aller voir la maire de Paris qu'on appelle Hidalgo, si je ne me trompe pas, parce qu'elle a été réélue, et pour la rassurer qu'il y a l'argent pour le climat. Et aujourd'hui, c'est grâce à ces fonds-là que c'est-à-dire la lutte contre le réchauffement climatique et les effets de serre sont en train d'être combattus et surtout ces États-là. Donc, c'est ce que je voulais rapporter. Et voilà, et peut-être on va donner la parole à Aliouba. Aliouba, c'est vrai, Donald Trump sur les chantiers, puisqu'on parle des enjeux. Tout à l'heure, c'est vrai, sur la question raciale, on sait que, bon, si on revient sur ce débat, beaucoup estiment qu'aujourd'hui, l'Amérique est plus que jamais divisée de par les sorties de son leader. Mais au-delà, l'économie, c'est vrai, on a écouté des fortunes qui disaient, oui, Donald Trump a fait des promesses, il y a eu une exonération fiscale, ça a permis quand même à ces entrepreneurs aujourd'hui de faire un bond en avant. Est-ce que vous pensez que cela, même si le coronavirus est passé par là, cela peut être un argument pour peut-être faire basculer des choses et que les Américains se disent, oui, nous tenons également à notre bien-être, mais une partie des Américains? Écoutez, d'abord avant de répondre directement à votre question, j'ai entendu des interventions qui sont relatives à la politique étrangère des États-Unis. Il faut noter que ce n'est pas un thème partisan en période de campagne. Le seul pays qui fait l'objet d'une attention particulière aux États-Unis, c'est Israël. Et ça, ce n'est pas par rapport à l'électorat en tant que tel, mais c'est par rapport au lobby, au système de soutien. Sinon, vous avez remarqué que les 2 débats qui ont été tenus entre les 2 candidats, pratiquement la politique étrangère ne faisait même pas partie des thèmes. Ça veut dire que ça n'intéresse pas beaucoup les Américains. Ils ne se déterminent pas par rapport à la politique étrangère. Qui que tu sois, presque la politique étrangère des États-Unis, qu'il soit démocrate ou républicain, c'est à peu près la même chose. Peut-être à des petites différences près. Sur la question économique, Donald Trump a eu l'avantage de surfer sur un acquis important. Vous vous souvenez qu'Obama est venu en 2008 dans un contexte de crise mondiale qui était la récession, qui avait l'identifiant par rapport au subprime, la crise dans le domaine de l'immobilier. Et il a fait les 4 premières années à ramener l'économie en situation d'équilibre. Ce qui n'était pas un acquis parce qu'il y a une question de confiance. Les 2 guerres de l'Irak et de l'Afghanistan qui avaient été financées au temps de Bush avaient coûté beaucoup à l'économie américaine et par ricochet l'économie mondiale. Mais le deuxième mandat d'Obama a été un mandat de relance. Quand Donald Trump arrivait au pouvoir, les indicateurs de performance même étaient à un très bon niveau. Mais il a une touche particulière qui est basée aussi sur sa promesse électorale, qui était de ramener les entreprises américaines qui avaient beaucoup délocalisé en Asie. Et à ce niveau-là, il a joué sur une politique fiscale qui a quand même permis de gagner par le fait d'imposer considérablement les produits d'importation. À un moment donné, Samsung était plus accessible aux États-Unis que les produits Apple. Et par la suite, moi, à mon dernier séjour, j'ai eu l'occasion de vérifier dans certains magasins, vous vous rendez compte que les produits américains étaient devenus plus accessibles que les produits asiatiques. Donc, ça voulait dire que déjà, les compagnies qui faisaient ce travail-là ont été ramenées sur le territoire américain et les capitaux et la logistique. Il y avait beaucoup d'États qui étaient des États industriels qui étaient réputés, qui étaient en train de se vider de leur tissu industriel. Ces États-là ont pu regagner une certaine confiance et des emplois ont été créés. Donc, ceci lui a permis quand même
d'être considéré comme étant un président qui réussissait des résultats. C'est un homme d'affaires, il s'est bien négocié. Il y a des touches particulières à mettre à son actif. La situation du Covid, comme vous l'avez notifié, quand même est venue déranger, qui n'était pas suffisamment prévisible, est venue déranger tout ce dispositif-là. Et d'ailleurs, il fait des efforts dans un premier temps pour tenir un discours rassurant par rapport à la situation du Covid parce qu'il ne voulait pas du confinement. Vous vous souvenez qu'il s'était érigé contre. Il a même déclaré la guerre au gouverneur. Mais comme c'est un État fédéral et que chaque État fédéré a ses propres lois, donc il n'avait pas d'influence. Il s'était même accroché dans les discours. Je me souviens avec le gouverneur de l'État de New York qui à un moment donné lui avait dit qu'au lieu de se mettre à faire des tweets, il devait rester dans son bureau pour travailler pour les Américains. Donc c'était plutôt ça, au lieu d'insulter les gouverneurs et les maires qui étaient en train de se battre, il a plutôt incité les gens à refuser le confinement et à sortir. Pourquoi il le faisait? Parce qu'il tenait à ce que les gens aillent travailler et que l'économie puisse se maintenir. Mais il y a un autre aspect de l'économie américaine quand même qui fonctionne bien. L'industrie de l'économie numérique, quand même, est à un très bon niveau. Vous avez vu, par exemple, l'industrie de la distribution. Aujourd'hui, Amazon se porte très bien. Bezos qui a déjà annoncé les 200 milliards de dollars de fortune qu'il a pu acquérir. D'une façon ou d'une autre, l'économie, quand elle se porte mal, il arrive aussi qu'elle se porte bien pour certains et qu'elle se porte mal pour les autres. Mais ce qui est certain, c'est que beaucoup d'Américains ont perdu des emplois. Et actuellement, il y a beaucoup qui sont inscrits au registre du chômage. Maintenant, la particularité de l'Amérique, c'est pas comme l'Europe. Les couvertures sociales sont très faibles. Le système est ultra-libéral. Et c'est un peu lié, d'ailleurs, à cette couverture santé que vous avez évoquée. Près de 50% d'Américains, sur les 28 millions qui n'ont pas une couverture santé, la moitié, c'est des gens qui sont directement liés à leur employeur qui prend en charge la couverture santé quand ils ont un emploi. Donc, dès qu'ils perdent l'emploi, ils perdent automatiquement la couverture. Ça veut dire que même s'ils tombent malades, ils ne peuvent pas aller à l'hôpital. Donc, aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a environ 14 millions d'Américains qui se retrouvent dans cette précarité-là, où ils n'ont pas la possibilité de se couvrir, même s'ils tombent malades. J'ai vu des reportages et des situations au sud des États-Unis où certains préfèrent même rester à la maison parce qu'ils ne peuvent pas. Justement, parce qu'ils ne peuvent pas. Parce qu'on a même vu des factures qui sortaient des hôpitaux que des citoyens ne pouvaient pas. Le déficit américain bat les records aujourd'hui. Ça, c'est important en termes en économie. Oui, on va y revenir. À présent, on s'intéresse à cet autre... Ils ont tapé carrément sur Trump. Oui, moi, je ne suis pas là pour défendre Trump, mais ce que je sais, vous me permettrez une minute, ce que je sais, c'est que en même temps, on est en train de mettre à l'actif de Trump une situation dont il n'est pas carrément responsable. Lorsqu'on parle du racisme aux États-Unis, aujourd'hui, il y a moins de racisme en 2020 aux États-Unis qu'en 1960. Ça, c'est une réalité. Quand vous parlez du coronavirus... Sauf que les temps ont changé, il y a eu un travail de conscience et aujourd'hui... Oui. Lorsque vous parlez du coronavirus, quand vous parlez du coronavirus, les États-Unis, c'est quand même combien d'États? 50 États réunis. Vous prenez les 34 000 infectés par jour en France, vous multipliez par 50, ça vous fait 1 700 000 personnes, 700 000 infections par jour. Ça va aller. Vous prenez les États-Unis comme un morceau, parce que les États-Unis, c'est un ensemble d'États. Alors, quand on pense que ça va mieux sur le plan sanitaire en France, par exemple, qu'aux États-Unis, c'est qu'on n'a pas bien fait ses calculs. Donald Trump... Mais vous prenez l'Europe tout entière aujourd'hui, on a 11 millions de cas. Vous prenez 11 millions de cas. Les États-Unis, on est à 8. On est à 8. Et vous prenez les 50 États. Sur 50 États, on a 8 millions de cas. Vous savez pourquoi les gens montent au créneau? C'est parce que les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Et la logique voudrait qu'on puisse quand même gérer... Il faut quand même... Mais c'est ce qu'on fait. Et là où c'est en train de se défoncer, c'est qu'on est en train de voir les choses sous l'angle social. Quand on parle de couverture santé, ce qui fait des États-Unis sa puissance, c'est ce système capitaliste qu'il incarne. C'est ce système ultralibéral qu'il incarne. C'est parce que là-bas, l'enfant sait que son père risque de le lâcher quand il ne travaille pas. C'est cette culture de travail. Et c'est ce que Donald Trump est en train de défendre. Quand on parle du taux de chômage, mon frère, M. Kourouma, a parlé tout de suite de l'environnement. Donald Trump, il s'est clairement prononcé. Moi, je suis un partisan de l'environnement, de la protection de l'environnement. Mais encore une fois, fermer des usines, fermer des milliers d'emplois,
sceptique quand même. Ouais, ok, mais fermer des milliers d'emplois pour dire de protéger 2-3 arbres. Il y a un autre qui dit que moi, je pense qu'il faut faire les deux en même temps. Il faut ouvrir les emplois pour que les gens puissent travailler. Une réaction. Pour ne pas tuer les gens au nom de la protection de l'environnement. Rapidement. Moi, ce que je veux dire à M. Baldé, pendant sa campagne de 2016, il vous souviendra, si on prend l'état de la Pennsylvanie, au Pennsylvanie, c'est là-bas que tout a commencé en matière d'industrialisation de l'Est des États-Unis. Il avait promis à ses ouvriers de Pennsylvanie qu'il allait ramener les usines de l'uranium. Et ils oubliaient qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'uranium, on parle de gaz de schiste. Et ça n'a pas, c'est-à-dire cette promesse-là n'a pas été tenue. Et si vous regardez les sondages sur Pennsylvania aujourd'hui, d'après CBS Black, comment on appelle ça, Battleground Truck, Biden, comme c'est là-bas qu'il est né dans l'État de Pennsylvania, il est en avance, parce que les ouvriers sont très déçus de sa campagne concernant l'environnement en Pennsylvanie. Et il vous souviendra, les 8 ans d'Obama, c'est en ce moment que, c'est-à-dire ce système de gaz de schiste est arrivé dans le marché. Et beaucoup se sont enrichis, bien sûr, dans ça. Et c'est-à-dire, il fallait continuer certainement dans ce sens-là, que de dire à ces ouvriers, on va ramener l'ancien système d'extraction d'uranium qui est devenu trop archaïque aujourd'hui. Si vous prenez l'Europe as a whole ou bien en majorité, vous trouverez que c'est un peu en Allemagne et en Pologne. Sans compter l'impact de tout cela sur la nature. Voilà, donc ça impacte l'environnement. Oui. Il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir, 2 choses, pardon. Rapidement. Oui, très rapidement. La question du racisme aux États-Unis, c'est quelque chose qui est ancré dans leur ADN. J'espère que monsieur n'aura pas à faire un soir, en se baladant dans les rues de New York, un flic un peu éméché qui a envie de se taper un nègre et qui va le descendre. Bref. Et puis la deuxième chose qui est très très importante, on n'est pas là pour descendre Donald Trump. On est là pour faire un constat de ce qu'il a fait, de ses réussites et de ses échecs. Et quand on fait la balance de ses réussites, on dit que économiquement, effectivement, il a réussi certaines choses. Socialement, il a échoué, il a divisé l'Amérique. Et moi, je ne suis pas un homme de gauche, je suis un homme de droite. Je suis même un ultra-libéral. Donc, mais j'estime que Donald Trump, pour le coup, n'est pas un capitaliste libéral, c'est un homme d'extrême droite. Et c'est là où il devient dangereux. Il faut vraiment que nos auditeurs comprennent qu'il y a une grande différence entre un libéral capital et un homme d'extrême droite qui a poussé, encore une fois, les milices d'extrême droite à sortir dans la rue, qui a eu des discours très ambigus sur la race, et notamment qui a divisé les Noirs américains, les Hispaniques et les Blancs. Ça, c'est la politique. Et c'est une réalité aujourd'hui. Voilà, beaucoup d'observateurs, en tout cas, l'estiment. À présent, on va s'intéresser à cet autre sujet, l'élection du président des États-Unis. Un processus complexe. À la différence des autres États, c'est vrai, c'est une démocratie, le système, mais il est différent parce que de l'autre côté, c'est au suffrage indirect, alors que, par exemple, la Belgique, qui normalement c'était suffrage direct, eh bien, quand les électeurs américains choisiront leur président le 6 novembre, ils voteront par un groupe de grands électeurs réunis au sein d'un collège électoral de 538 membres. C'est lui qui élira le président et le vice-président. Le vainqueur est celui qui obtient la majorité absolue, soit 270 voix. C'était un élément de nos confrères de l'AFP. On va suivre ces images et on se retrouve dans un court instant. Quand les électeurs américains choisiront leur président le 6 novembre, ils voteront pour un groupe de grands électeurs réunis au sein d'un collège électoral de 538 membres. C'est lui qui élira le président et le vice-président. Le vainqueur est celui qui obtient la majorité absolue, soit 270 voix. Chaque État est représenté par des grands électeurs en nombre égal au nombre de sénateurs et de représentants qui le représentent au Congrès. Le district de Columbia, qui englobe la capitale, Washington, n'a aucun représentant doté d'un droit de vote au Congrès, mais compte 3 grands électeurs. État le plus peuplé des États-Unis, la Californie compte 55 grands électeurs, les États les moins peuplés en ont au minimum 3, par exemple l'Alaska. Avec ce système, il est possible d'être élu président sans obtenir la majorité absolue des suffrages de la population. C'est ce qui s'est produit en 2000 avec George Bush Jr. Cette anomalie arrive parce que dans tous les États, à l'exception du Maine et du Nebraska, qui instillent une dose de proportionnel, le candidat qui obtient le plus de suffrages est représenté par tous les grands électeurs de cet État au sein du collège électoral.
Ainsi, en Californie, il suffirait à un candidat d'obtenir une seule voix d'avance sur son adversaire pour engranger les 55 grands électeurs de cet État. En raison de ce système, les candidats privilégient quelques États clés, Floride, Ohio, Pennsylvanie, Michigan, Colorado, susceptibles de passer d'un camp à l'autre et décider ainsi de l'élection. Vous l'avez compris, en tout cas, c'était comment fonctionne le scrutin aux États-Unis. Beaucoup d'internautes réagissent, des téléspectateurs, aussi auditeurs qui posent des questions. Comment ça se fait en Guinée? C'est tout simple. Et aux États-Unis, il y a la différence qui est d'ailleurs un État fédéral. On vous revient et on a suivi cet élément. La question que beaucoup se posent aujourd'hui, mais comment ce scrutin-là fonctionne? C'est vrai, il y a un vote populaire qui se fait. Il y a un collège électoral qui est composé des délégués. On prête des voix et on parle de proportionnel dans certains États, à la différence de d'autres où si vous avez plus de voix, eh bien on vous donne les grands électeurs, à la différence par exemple du Nebraska où ça se fait à la proportionnelle. Bon, ce que je dirais aux téléspectateurs et aux auditeurs de la radio Espace et tous ceux qui nous écoutent, c'est hyper complexe, mais c'est un vote indirect. Oui. Il faut d'abord remonter à l'historique de la chose qui date de 1787 lors de la rencontre de Philadelphie. Oui. En fait, lors de cette rencontre, il y a eu beaucoup de discussions allant dans ce sens. Il y a des petits États aujourd'hui qui se sont plaints contre ces grands États. Si vous prenez les 55 grands électeurs de l'État de la Californie, parce que c'est 55 qui a toujours basculé démocrate, oui. Contre l'État de Vermont, qui en a 4 aujourd'hui, oui. Parce que c'est le chiffre qui est donné. Alors, ils se sont dit, nous, on ne va pas se voir devant un État comme la Californie ou les États comme la Pennsylvanie ou l'État comme New York ou l'Illinois. Alors, ils se sont dit, il faut qu'ils trouvent un consensus. Alors, lors de la rencontre qui a suivi à Connecticut, c'est un État qui est dans les tri-states. Quand je dis tri-state, c'est l'État de New York, de New Jersey et de Connecticut. C'est là où il y a des grandes universités américaines, où beaucoup de leaders américains aujourd'hui ont été formés. C'est le cas même de George Bush, fils. Et on peut dire que ils se sont dit qu'il faut qu'on ait aussi des voix. Alors, ils ont arrêté une chose en disant quoi? Les élus, notamment les sénateurs, les membres de la Chambre des représentants, ne peuvent pas être des grands électeurs. Alors, ils se sont dit, il y a 50 États. Donnons à chaque État 2 sénateurs. Ce qui fait 100, oui. 2 fois 50. Oui. Il y a 435 élus. C'est-à-dire, on renouvelle la Chambre des représentants tous les 2 ans, presque. Tous les 2 ans, on peut dire, à des endroits. Alors, là, on a 435. Alors, ils ont pensé à DC, District de Columbia. Oui. On a eu 435 dans la Chambre des représentants, plus les 100 du Sénat, plus maintenant les 3 qu'on a donnés à la capitale fédérale qui est DC, District of Columbia. Oui. Alors, ils ont dit alors, comme l'article, je pense, 2 de la Constitution, l'alinéa 2, interdit aux élus d'être des grands électeurs, il faut que le nombre de grands électeurs soit proportionnel au nombre des 538. Donc, il faut trouver 538 grands électeurs qui n'ont rien à foutre avec, c'est-à-dire l'administration locale ou fédérale des États-Unis. C'est ainsi, ils ont arrêté d'aller avec le système de grands électeurs. Maintenant, les grands électeurs, on les choisit une année avant l'année électorale. Donc, on les cherche dans les États. Ils sont au nombre de 538 aujourd'hui. Et il faut retenir que District of Columbia n'est pas dans le Congrès. Mais ils ont 3 grands électeurs et puis plus les sénateurs. Maintenant, une fois qu'ils sont arrivés à ça, ces petits États-là se sont retrouvés maintenant dans le système
fédéral des États-Unis. En plus, qu'est-ce que je voudrais rajouter sur ça? Il y a des États après, là où des grands électeurs, quand vous donnez votre voix, l'élu qu'on a choisi pour nous représenter, parce que chaque État a ce qu'on appelle Secretary of State, c'est-à-dire c'est celui qui est chargé des affaires étrangères, c'est-à-dire c'est l'équivalent des ministres des Affaires étrangères de l'État de New York, de l'État de la Californie. Pour cette année, par exemple, ils vont se retrouver le 19 décembre pour déclarer qui a gagné l'élection, c'est-à-dire les grands électeurs. Et maintenant, pour venir un 20 janvier de l'année prochaine, pour maintenant officialiser le président et son colistier ou son vice-président. Donc, c'est ainsi que ces États se sont retrouvés dans ça. Et maintenant, il y a 33 États, comme on est en studio, peut-être je vais les citer plus tard. Ces 33 États aujourd'hui, ils en ont fait une loi dans leurs États respectifs. Si on vous choisit étant un grand électeur, vous êtes obligé de donner la voix que le vote populaire a donné. Oui. Donc, vous même ne si c'est à devez hauteur pas... de 99%, c'est vrai, parfois ça varie. Tout à fait. Donc, ils sont venus après avec le système, comme on le sait, on entend que ici, l'État de la Californie a basculé, on dit too close to call, c'est un peu serré, on dit oui, ça part pour Joe Biden, parce que l'autre a eu peut-être 25 contre 30, ce qui fait les 55, mais c'est le winner take it all, c'est-à-dire le gagnant, c'est-à-dire celui qui a eu plus de grands électeurs, va partir avec tous les électeurs. Maintenant, il y a deux États qui sont à la proportionnelle. Je pense que c'est l'État de Wyoming, si je ne me trompe pas. Nebraska, Maine, pardon. Et c'est la voie, si vous voulez, proportionnelle qu'ils ont choisie, mais c'est purement historique. Mais je vais rappeler ici aux auditeurs, depuis 1976, il y a l'Association des avocats américains qui se battent pour qu'on change ce système-là. Parce qu'ils trouvent qu'avec le monde moderne, c'est un système qui n'est pas juste. Mais il vous souviendra, il y a eu cinq trucs là où le vote populaire, celui qui a gagné le vote populaire a perdu. Il y a eu 3 dans les années 1800 et les 2 derniers, c'est en 2000. C'est en 2000. C'est effectivement une particularité très américaine. Tout à fait. C'est que tu peux avoir effectivement ce qu'on appelle le vote populiste, le vote du peuple, mais perdre parce que tout à fait. Il y a à cette heure de la soirée, si je me permets de t'interrompre 2 secondes, on a quelques résultats qui tombent. Il y a Biden qui serait en avance de 85 grands électeurs contre Trump qui en aurait 61. Voilà. Ok, donc ce que je voudrais dire par rapport à... Bon, tout de même, ça dépend de quels États. Est-ce que c'est des Reds, c'est des Blue States qui sont en train de tomber? Parce que si vous prenez Californie, par exemple, vous avez à peu près 55. Oui, c'est 55, voilà. C'est le plus élevé. Il y a des États après qui suivent avec 29. Floride, je crois, c'est 29. Floride, voilà, New York, c'est 29. Je pense Pennsylvanie, c'est 29. En tout cas, il y a 4 Pennsylvanie, c'est 20 électeurs. Voilà, merci pour la rectification. Donc aujourd'hui, si on arrive, il y a eu le cas Al Gore, Bush fils, en 2000. Et on a eu encore Donald Trump en 2016 où Hillary avait eu, à hauteur, il y avait une différence de 2,86 millions de voix, mais Hillary avait perdu la présidence aux dépens de Donald Trump. Et on a eu aussi le cas de Al Gore, Bush, c'était justement, c'est l'année à laquelle Floride, c'est-à-dire les indications jusqu'au matin, jusqu'au petit matin, on ne savait pas qui avait gagné, mais on se rappelle le grand frère du futur président s'appelait Jeb Bush, qui était le gouverneur de l'État de la Floride. Ils ont fait un recomptage après, il y a eu 500 et quelques voix de différence sur l'État. Mais une fois qu'il y a eu la rencontre, le secrétaire d'État, d'ailleurs, en ce moment, avait dit, même le jour du vote, que c'est l'autre qui a gagné, qui était George Bush. Finalement, ça les a conduits à la Cour suprême. Et je me rappelle, en ce moment, aux États-Unis, il y a eu tous ces tabloïds à l'époque qui avaient rappelé que si Jacques de Tocqueville, l'un des pères fondateurs de la démocratie, était vivant, il allait se réveiller parce qu'il avait prédit qu'un jour la démocratie
c'est-à-dire la démocratie américaine allait se retrouver devant la justice. Mais historiquement parlant, les hommes de droit savent que si toutefois aujourd'hui, c'est-à-dire la Cour suprême des États-Unis a le dernier mot comparativement au système européen. Français, par exemple, avec l'histoire des cours constitutionnelles, c'était une manière de dire que, c'est-à-dire l'Europe, de Gaulle avait dit à l'époque que, c'est-à-dire il ne veut pas que la France tombe dans les mains des juges. Voilà. Vous l'avez compris, Ali Ouba, peut-être même question. On a vu un peu ce système de vote. C'est vrai, aux États-Unis, c'est le suffrage universel indirect. Et qui, beaucoup aujourd'hui, se disent, mais est-ce que ça ne montre pas ses limites? Parce que le peuple veut s'exprimer, veut choisir ses propres leaders. Et on a des grands électeurs, ça a été prouvé, qui peut-être peuvent prendre le contre-pied de ce que le peuple, lui, aurait choisi. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui il y a ce besoin de remettre les choses au goût du jour et peut-être de voir autrement les choses? Parce qu'il faut préciser une chose, les élections peuvent varier, le vote varie d'élection en élection dans les États clés. Et ce qui est quand même... On peut toujours débattre de quelle est la forme la plus idéale. Ce sont des sociétés qui évoluent, elles sont en mutation. Mais cela ne voudrait pas dire que le cas présent, ce n'est pas le peuple qui vote. C'est le peuple américain qui vote. Ce sont des élus qui siègent dans ce qu'on appelle le collège constitutionnel, qui va déterminer en fonction des résultats obtenus dans la journée d'aujourd'hui. Ce sera déjà connu d'avance, ce n'est qu'une formalité en quelque sorte pour déterminer qui sera élu président et vice-président. Ce débat, il existe aux États-Unis. En 2007, dans l'État du Michigan, il y a eu, dans l'État du Maryland plutôt, il y a eu une discussion qui a abouti à une loi locale qui a été promulguée par le gouverneur O'Malley à l'époque, qui voulait engager un processus pour ramener le système démocratique américain à un système de vote universel direct. Mais c'est très complexe. C'est pourquoi d'ailleurs, si vous remarquez dans le débat des présidentielles, les candidats font peu de promesses sur la Constitution, parce qu'il est très difficile de les tenir. Les pères fondateurs avaient verrouillé le système de sorte que pour obtenir les différentes majorités requises dans les deux chambres, il est très difficile que les chambres soient composées de sorte qu'un parti politique puisse recueillir les deux majorités. Quand vous avez les 2 tiers par là, les 3 quarts par là, dans le Sénat et dans la Chambre des représentants, pour des Américains convaincus, c'est très difficile de réformer la Constitution américaine. Je rappelle qu'elle est encore la plus vieille constitution appliquée et la plus courte après celle du Saint-Marin. Parce que le Saint-Marin a cette constitution qui est la plus vieille et encore en application. Et les pères fondateurs ont pensé à des textes de compromis. Aux États-Unis, les politologues vous disent clairement que le système politique américain, ils admettent que ce n'est pas un système démocratique, mais c'est un système représentatif des intérêts. Les sénateurs représentent les intérêts des États fédérés, les représentants à la Chambre représentent les intérêts des populations. Alors, à partir du moment où les États sont configurés de façon fixe, ça ne bouge pas, il fallait trouver un système d'équité. Un système d'équité qui fait 2 sénateurs, quelle que soit la taille de l'État, par Sénat. Par contre, il faut faire bouger la configuration de la Chambre des représentants en fonction des résultats du recensement démographique qui se fait tous les 10 ans aux États-Unis. Tous les 10 ans, on fait un recensement général de la population. C'est sur la base des résultats du recensement général qu'on refait la reconfiguration de l'élection pour la House. Ça veut dire que les pays, les États qui ont une densité démographique plus importante et par ricochet qui ont une importance économique encore plus grande peuvent se faire plus représenter par des États qui se vident par leur population. Parce que la démocratie, c'est la représentativité. À partir du moment où ils ont trouvé un système, d'une part, qui crée l'équité, tous les États se valent dans le cadre du Sénat, mais tous les États ne se valent pas dans le cadre du poids économique et aussi de la démographie. Donc vous voyez que c'est un esprit de consensus et imaginez que cela a été fait il y a plus de 2 siècles de cela. Ça veut dire que ces gens avaient quand même une très grande vision, il faut admirer. Donc du coup, même à ce stade, même si le débat est ouvert, mais cela ne veut pas dire que les gens sont tentés à dire que l'Amérique est archaïque, elle se modernise. Ça ne se pose pas sous cette forme. Ça ne veut pas dire que parce que ça se fait ailleurs,
Les Américains aiment que le monde copie ce qu'ils font. Ils n'aiment pas prendre ce que le monde fait pour le faire en Amérique. Ça aussi, c'est... Ils ont vendu tellement l'Amérique et son rêve qu'ils ne veulent pas un jour être sous influence de dire, bon, en Russie, c'est un système de vote direct, alors faisons cela. Ils vont dire, ah bien, puisque ça vient de la Russie, c'est pas déjà original, c'est la Russie qui doit copier l'Amérique. Copier les États-Unis. Et puis, voilà. Ce qui fait d'ailleurs partir toujours de cette terminologie de puissance mondiale, puisque c'est l'influence aussi, c'est la mode, c'est la politique, c'est la culture. Et il faut préciser aussi une chose rapidement, c'est que lorsqu'on parle de ce mode de scrutin, beaucoup l'ont quand même critiqué, même si en Europe on a vu des observateurs qui en parlaient. C'est vrai, la France aussi a sa politique, à elle. Mais ce qu'il faut aussi préciser, c'est que la taille de ces grands électeurs dépend aussi de la démographie, comme le disait tout à l'heure Ali Ouba. Oui, on peut dire oui, parce que c'est à peu près 250 000 pour un grand électeur. C'est-à-dire 250 000 habitants pour un grand électeur. Ce que je vais rappeler, il n'y a pas aussi que l'élection présidentielle qui est en jeu aujourd'hui. Il y a l'histoire, il y a 35 ans, sénateurs, si je ne me trompe pas, renouvelle l'âge, c'est-à-dire qu'on doit renouveler, c'est notamment, je pense, 23 républicains contre 12 démocrates. Donc, ce système est là depuis des siècles, comme il a dit tout à l'heure, Aliou. Bon, c'est parti la dernière, je pense, le dernier changement qui est survenu dans la Constitution date de 1992. Oui. Et il a fallu 100 ans entre 1892 pour arriver, c'est-à-dire à un amendement, parce qu'on appelle les amendements, je pense qu'il y en a 27 amendements aujourd'hui de la Constitution. Mais la Constitution elle-même, comme il a dit, est partie de 7 articles. Cet article qui aujourd'hui qui est devenu le modèle à suivre pour tous ces États au monde. Donc, il y a 12 États, je vais rappeler, aujourd'hui, qui ont accepté jusque-là d'accepter qu'on va avec ce vote populaire. Maintenant, 12 sur 50, ça veut dire que ça va peut-être faire encore un siècle avant qu'on arrive peut-être un jour à dire que maintenant c'est le vote populaire. Non, mais ce qui fait que l'on aime les États-Unis, parce que nous avons été bercés par l'Amérique. Moi, j'aime l'Amérique. C'est cette capacité, d'abord qu'elle a de se renouveler et d'aller de l'avant. L'Europe, qui est une Europe aujourd'hui vieillissante, stagnante, où le business n'est plus possible, où les impôts sont élevés au rang de pratiquement de comment dirais-je l'Amérique aujourd'hui nous montre qu'elle est incapable d'aller très très bas avec quelqu'un comme Donald Trump dans le discours, parce que c'est quand même, il faut rappeler ce que c'est que le populisme, il faut rappeler ce que c'est que l'extrême droite, mais elle est aussi capable de se renouveler et d'avoir élu en 2008 son premier président noir américain. Donc c'est ça la force des États-Unis, et c'est ce pays qu'on aime, c'est le pays où on débat, où le débat est primordial, où le débat contradictoire a pris tout son essor et tout son sens. Il faut se rappeler le fameux débat Nixon-Kennedy, qui est resté dans les annales des débats politiques. Et où on a découvert Kennedy d'ailleurs. Absolument, où on a découvert Kennedy. Où, encore une fois, mais ça c'était aussi à l'époque le même pendant qu'aujourd'hui avec Obama, où pour la première fois un président catholique avait été élu aux États-Unis. Donc c'est cette force, cette vitalité dont le frère parlait de la démocratie américaine qui fait qu'on aime profondément les États-Unis, et que lorsqu'un poumon des États-Unis est atteint, nous sommes tous atteints dans le monde, parce que c'est la première puissance mondiale, parce que c'est l'exemple à suivre. Vous l'avez compris, comme on dit, c'est la terre d'inspiration. Absolument. On va marquer une pause, le temps d'aller avec nos réclamations. On se retrouve dans un court instant pour continuer ce débat. Adafo Média à l'heure américaine. USA 2020, l'élection qui va changer le monde. Pour assurer la couverture de l'élection présidentielle,